climatique proviennent de l'action de l'homme. Donc je pense que c'est important à noter parce que nous avons eu au moins 200 ans d'industrialisation et d'utilisation à outrance de combustibles fossiles. Donc maintenant, nous sommes tous invités, soit en tant que témoins, si nous voulons être témoins de cette transition lente, écologique, mais réelle, ou bien être des acteurs. Donc j'ai vu quelque part justice climatique. Nous sommes pour le déclic, c'est-à-dire le citoyen, face aux questions de changement climatique, doit pouvoir agir. Donc ça, c'est juste un peu en introduction par rapport à l'appel de Paris pour les questions de changement climatique. Donc là, je vais vous inviter à quitter le Burkina pour aller au Sénégal, où il y a beaucoup de similitudes, donc en matière, d'autant plus que nous sommes tous des pays du Sahel, pour partager avec vous une expérience que ENDA a développée dans la zone des Niayes. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit par rapport aux questions de sécurité alimentaire, où on a des piliers concernant la disponibilité, l'usage, l'accès et la création du capital, mais aller directement à la présentation et présenter brièvement. Je vous laisse voir, disons, la carte qui indique là où ENDA est présent. Nous sommes présents en Amérique du Sud, dans au moins 4 pays, en Afrique, dans au moins 6 pays, en Europe, nous avons un bureau ici à Paris et en Belgique aussi. Nous sommes présents en Asie dans 2 pays, au Vietnam et à Mumbai en Inde. Donc je peux dire que ENDA fait partie d'une des plus grandes ONG du Sud, c'est-à-dire qui a été créée à Dakar par un Français d'ailleurs, Jacques Bignocou, que certains connaissent, et qui s'est étendue au nord. L'expérience que je vais vous présenter, c'est la partie verte qui va de Dakar à Saint-Louis, pour ceux qui ont déjà voyagé au Sénégal, et ceux qui s'apprêtent à y aller, parce que je sais qu'il y en a qui ont prévu leurs vacances là-bas. Donc la zone des Niayes est une zone assez intéressante, parce qu'elle produit au moins 80% donc, des cultures maraîchères du pays. Donc c'est une zone de dépression importante, c'est-à-dire il y a de l'eau, disons, en permanence, et elle s'étend de 700 hectares. Donc pour le projet, ce qui est concerné, c'est 700 hectares donc, qui sont concernés dans le cadre de ce projet-là. Et ce que nous avons constaté donc, pour pouvoir travailler dans cette zone, c'est qu'il y a eu une forte dégradation de terres. Il y a eu la déforestation, parce que comme vous le savez, on a eu à une certaine période des cultures de rente comme l'arachide, donc qui ont contribué vraiment à dégrader les terres. Et comme vous le savez, plus le coût au niveau international est réduit, plus l'agriculture veut davantage produire pour avoir des revenus. Donc ce qui d'une manière comme une autre contribue à la déforestation et à la dégradation. Donc les réductions des zones de pâturage sont constatées dans cette zone-là, de même que la question de la ressource en eau. Et il y a eu des fortes érosions donc éoliennes et hydriques parce qu'il y avait plus, le sol n'était plus couvert. Donc il n'y avait plus d'arbres, il n'y avait plus aussi cette végétation qui pouvait retenir l'eau. Et un des points importants dans cette zone, c'est qu'il y a une migration forte des jeunes. Donc l'actualité nous le montre par rapport à ce qui se passe au niveau de la Méditerranée. Donc les jeunes étaient obligés de quitter ces zones-là pour venir en ville, et après les villes, bon, ils viennent vers les pays européens où ils pensent qu'il peut y avoir beaucoup plus, disons, de confort ou de sécurité. Il y a les problèmes de sécurité alimentaire, et nous connaissons tous que notre faiblesse en matière d'agriculture, c'est que l'agriculture que nous avons est essentiellement pluviale. Donc il fallait qu'on change un peu cette démarche-là. Au lieu de cultiver uniquement 3 mois durant l'année, donc il faut valoriser le reste des mois de l'année. Là, nous nous sommes dit, bon, il faut que sur le plan technique, donc on puisse changer cette approche-là. Et nous avons fait une multiplication donc, des cycles où on pouvait trouver, c'est-à-dire durant l'année, on peut cultiver 2 à 3 fois, et non plus uniquement 3 mois de l'année. Donc dans une parcelle d'1 hectare, on peut avoir par exemple des légumes, du céréal et puis des fruits. Mais ce qu'on a adopté beaucoup plus comme système, c'est l'irrigation goutte à goutte, donc qui est plus économe en matière d'utilisation des ressources en eau.
Donc, par rapport à cette démarche-là, nous avons essayé d'installer des prises-vent pour ceux qui travaillent dans le domaine des changements climatiques. Nous savons tous que ces prises-vent peuvent contribuer d'une manière comme une autre à la séquestration donc, de carbone et de fertiliser le sol, ce qui crée un peu un environnement producteur. Ces prises-vent constituent aussi, en tant que forêt linéaire, des sources de bois, parce que nous savons tous que les populations, par rapport à la question de la sécheresse et de la désertification, sont obligées d'aller trouver, disons, du bois assez lointain. Donc, autant créer cet environnement producteur pour leur permettre d'avoir des ressources d'une manière permanente. Concernant la sécurité alimentaire, on peut parler aussi d'accessibilité alimentaire, parce qu'à ce niveau, nous nous sommes rendus compte qu'il y a eu beaucoup plus d'implication, donc des jeunes et des femmes dans ces systèmes de production agricole. Donc la création de l'emploi était là présente. Il y a eu un accroissement de la production, par exemple au niveau de certaines parcelles. Donc on peut avoir une production de 50 à 70, donc ce qui est à mon avis assez important par an, avec la participation donc, des femmes, c'est-à-dire donner la possibilité aux femmes d'avoir des activités régénératrices de revenus. À ce niveau, nous avons pu avoir, comme cela a été dit, une diversification de la production et aussi l'amélioration du régime alimentaire, parce qu'il y a un régime alimentaire essentiellement basé sur la consommation du riz, donc peut être amélioré avec la consommation de légumes, ce que le Sénégalais en tant que tel n'aime pas trop faire, c'est-à-dire le Sénégalais mange beaucoup plus de riz que de légumes. Le problème que nous avons souvent par rapport à la production, elle est souvent là présente. Par exemple, en hivernage, nous avons constaté que dans la zone sylvopastorale, il y a une forte production de lait, donc qui n'est pas suffisamment valorisée. Et l'accès au marché, dû au problème d'infrastructure le plus souvent, et même d'organisation, ne permet pas aux producteurs, aux fermiers et aux éleveurs de pouvoir vendre leurs produits au niveau du marché national, au niveau du marché sous-régional et au niveau du marché international. Et grâce à ce processus, c'est-à-dire à ces systèmes de production agricole au niveau du Sénégal, nous avons pu avoir au moins des partenariats jusqu'aux États-Unis et les produits ont été mis en parquet, donc pour ce qui concerne le haricot vert, de même que les tomates cerises, donc qui sont acheminées directement aux États-Unis. Donc je pense que là, il y a une valeur ajoutée par rapport à la production. La génération de revenus, donc on a travaillé avec des instituts de microfinancement pour faciliter l'accès au crédit aux populations, parce que oui, on est pour l'agriculture familiale, mais au moins il faut que cette agriculture familiale-là puisse bénéficier davantage aux populations, mais non pas pour uniquement répondre aux questions primaires d'alimentation. Et aussi la transformation des produits agricoles, à notre avis, donc c'est un domaine qu'on doit davantage investir si on veut que l'agriculture familiale ou paysanne devienne l'agriculture paysanne intelligente au climat et non pas uniquement l'agriculture intelligente au climat. Pour les éléments de conclusion, comme vous le voyez, nous avons une carte donc, qui s'étend de Dakar à Djibouti, qui est la zone sahélo-saharienne. Donc le Sénégal en tant que tel présente pratiquement les mêmes caractéristiques géoclimatiques. Pourquoi dans ce cas ce système ou bien cette expérience ne pourrait pas être développée? Donc ce qui est certain pour ce qui nous concerne, cette initiative a été, disons, traduite en politique nationale, même si par rapport à la politique nationale, dans la mise en œuvre, il y a des choses à dire. Donc si vous entendez parler du Sénégal agricole, le Sénégal agricole s'est inspiré de ce que ENDA a fait dans cette zone-là. Je vous remercie.